Et bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Donc Bonjour. donc on va bientôt, commencer ce webinaire, avec le thème, sur la monétisation des médias et j'ai à mes côtés mon collègue, Julien Tochon-Tanguy qui est responsable du développement commercial de nos marchés francophones. Bonjour Henrik. Voilà et donc on va, commencer notre, webinaire dans 2-3 secondes. On attend encore peut-être On entend 2-3 encore un petit peu personnes. parce que les derniers retardataires. Mmh. Et encore une fois, ce webinaire, sera, accessible à nouveau. On est en train d'enregistrer, cette présentation et vous aurez aussi accès à la présentation elle-même dans un email qui vous sera envoyé plus tard. Exactement. Donc on attend encore 2-3 personnes. On attend de passer la barre des 100. Exactement. Et voilà, tac, on va starter tout bientôt. Yes. Bon, bah allons-y alors. Allons-y. Donc aujourd'hui, on va vous parler de monétisation des médias et principalement de monétisation dans un contexte de contenu payant et de comment on peut utiliser le e-commerce et le combiner au contenu payant pour maximiser la performance de l'abonnement et la performance en tant que vente. Donc, par rapport à Tipster, qui sommes-nous? Je vais vous montrer rapidement. On est une entreprise suédoise qui a été créée en 2011. Ça fait 10 ans qu'on est sur le marché, mais ça fait vraiment 2 ans qu'on a vu un engouement fort de la part des éditeurs de contenu en ligne pour toutes les questions de e-commerce. Alors là, vous allez voir les marchés sur lesquels on est présent. Donc, ces 2 dernières années, on s'est vraiment développé. On est passé d'une vingtaine de personnes dans nos locaux de Stockholm, où nous nous trouvons, à 85 répartis sur 4 bureaux, donc en Pologne, en Espagne, et on a ouvert récemment un bureau aux États-Unis, en Amérique du Nord. Donc, en tant que fournisseur de plateformes e-commerce, d'e-commerce embarqué à destination des éditeurs de contenu, on a pas mal de clients qui sont assez différents en termes de vertical. On va avoir des clients très axés presse d'information, presse généraliste pour tout ce qui est Scandinavie, qui est notre marché initial. Donc, j'imagine que nos éditeurs ne sont pas trop familiers avec les noms comme Dagens Nyheter, Aftonbladet, SVD, mais c'est un peu les principaux mastodontes de la presse en Suède. On va aussi avoir de la PQR sur les marchés nordiques. Et pour tout ce qui est presse spécialisée, presse féminine, on va être plus sur le marché allemand. On a des titres comme Elle, Allemagne, InStyle, Cosmopolitan. Voilà. Pour l'instant, en France, on est en partenariat avec Au Féminin et le marché français, c'est un de nos plus récents. Donc, on espère bien sûr pouvoir apporter notre aide aux éditeurs également de ce marché-là. Voilà. Ça, Ah, c'est sur l'entreprise. magnifique. Alors, est-ce que tu pourrais nous donner un aperçu de l'état actuel de l'industrie du média du terme de défis et de challenge et où est-ce que ces entreprises peuvent se rencontrer dans ces derniers mois ou années? Oui, alors principalement, je pense que nos éditeurs et nos auditeurs et nos éditeurs le savent. Il y a 2 tendances principales. C'est la chute des recettes publicitaires qu'on a vu cette année, qui a été assez importante. Alors, c'est assez paradoxal parce que si on regarde sur le marché de la publicité en général, il y a une hausse des ventes de publicité de 3% sur 2020, mais c'est bien sûr très disparate puisque les annonceurs ont voulu maximiser le retour sur investissement. Donc, ils sont allés sur des canaux assez performants dans l'immédiat, du type les sites de e-commerce. Il y a plus de 30% de croissance sur les sites de e-commerce pour la vente de pub. Aussi, tout ce qui est les valeurs sûres pour eux, c'est-à-dire les moteurs de recherche, on est sur du 7%, sur aussi les réseaux sociaux, Mhm. Instagram, etc., qui maintenant dominent avec les moteurs de recherche largement la publicité aux alentours de 80%. Et donc, pour les éditeurs de contenu en ligne, il y a une baisse qui, bien sûr, est différente selon les acteurs, mais ça, c'est la tendance générale. L'autre tendance qui a été aussi accentuée par le Covid, forcément, on ne peut pas y échapper, Mm. c'est la perte de vitesse du print et donc la digitalisation forcée de toutes les activités des éditeurs, qui aussi a été, alors pour la France, impactée par la mise en faillite de Prestalis, qui était le réseau de distribution de la presse, et aussi du fait qu'un tiers des kiosquiers ont dû fermer à cause de la pandémie. Mm. Donc il y a ces 2 tendances de fond qui se retrouvent alors qu'on a un fort trafic sur les sites d'édition de contenu en ligne. Donc tout le challenge pour les éditeurs, c'est d'arriver à monétiser ce fort trafic-là quand la publicité se montre ineffective pour le faire.
D'accord. Et donc, toi, quand tu parles avec les éditeurs, quelles sont les possibles solutions qu'ils évoquent dans cette chute des revenus? On parle beaucoup de diversification, de vouloir disperser ces risques. Dans quelle direction va-t-on? Alors, la diversification, c'est un petit peu le mot d'ordre. C'est principalement parce que les éditeurs ont compris que la publicité était un canal qui était beaucoup trop volatile pour mettre en gros, tous les œufs dans le même panier. Donc, comme on peut le voir là, il y a une étude qui a été faite en août dernier par Deloitte qui montrait que 89% des éditeurs en ligne souhaitaient se concentrer sur des revenus non publicitaires et c'est une évolution de 11 points par rapport à l'année précédente. Donc, ça montre bien qu'on essaie de bouger, d'évoluer hors de la publicité. Et si vous regardez le graphique qui est donc là, c'est une étude qui a été faite sur 234 médias internationaux, donc 43 pays, par Reuters pour l'année 2020, qui est sortie en 2021. Et ça montre sur les canaux sur lesquels les éditeurs en ligne souhaitent se concentrer. Donc, on voit qu'il y a une vraie dégradation pour tout ce qui est des activités de publicité, que ce soit native ou display. Et mécaniquement, les abonnements, le contenu payant va devenir le premier premier canal de monétisation avec une augmentation qui n'est pas énorme, mais de fait, ça devient le premier canal. Et si on regarde les autres canaux derrière, ça va être tout ce qui va être événements. Pareil, ça a été assez impacté en 2020 à cause des restrictions. Et e-commerce. Donc ça, c'est les 4 canaux principaux qu'on voit. Et ça, c'est vraiment le mot d'ordre, c'est diversifier, essayer de mélanger ces canaux pour avoir un mix qui soit moins risqué. Parce que, voilà, on répartit le risque. Voilà. Et donc, on voudrait vous demander votre avis avec un petit sondage avec donc, quel revenu de canal vous pensez approfondir. Donc, prenez 2-3 minutes à cliquer les réponses sur le questionnaire et après, on va discuter un peu du résultat. Exact. Donc, vous avez 4 choix. Quel canal approfondir? Ça serait mieux si les personnes qui disposent d'un média ou qui représentent un média pouvaient voter ou qui ont des clients qui sont des médias qui seront intéressés pour mettre en place ce type de contenu. Ça clique, ça va vite. Donc. Ce qui est assez intéressant, si on revient sur l'abonnement, c'est que, en fait, donc il y avait déjà pas mal d'acteurs qui avaient en place une politique de contenu payant, mais même les acteurs qui n'avaient pas de politique de contenu payant ont décidé d'en mettre une en place. Et je pense notamment à Elle France, de CNI Média, qui ont mis en place leur première édition de contenu payant l'année dernière, c'était en avril. Et qui était un peu pionnier dans la presse féminine. Donc, c'est aussi innovant de leur part d'être passé sur une version payante de leur édition numérique. Donc, voilà. Donc, on a vu que les éditeurs en ligne, ils ont voulu vraiment capitaliser sur cet afflux de trafic et ils ont resserré leur paywall pour au maximum profiter de cette montée. Alors, je ne sais pas où on en est. Je pense qu'on va peut-être arrêter le sondage. Le sondage, les gens ont voté. Donc, on voit clairement, voilà, abonnement e-commerce. Donc, c'est un peu les thèmes du webinaire. Donc, tant mieux. Si on repart sur donc 44% de votes, ça doit faire à peu près 70 personnes. Si on repart sur les résultats de l'abonnement, alors j'avais mis en quelques chiffres sur cette slide-là. Voilà. Donc, vous voyez qu'en gros, alors là, c'est pour des acteurs internationaux, mais que ce soit de la PQR comme Süddeutsche Zeitung, qui est en gros le principal média de Bavière, ou le Parisien, on voit qu'il y a au moins un doublement des effectifs d'abonnés numériques. Et pour le Parisien, on voit même une multiplication par 6 par rapport à aux 2 années précédentes, sur les 2 années. Et quand on considère les médias nationaux du type Le Monde, New York Times, là, on est toujours sur une croissance à 2 chiffres, plus 35% et plus 52%. Et pour les médias spécialisés, la presse, donc Hertz, en Angleterre, donc ça, c'est eux qui gèrent des titres comme Elle, Esquire, je crois aussi Harper's Bazaar, je ne suis pas sûr. Voilà, donc eux, c'est carrément une multiplication par 3. Donc, ça, c'était au point de vue international. Et si on se concentre sur la France, on va voir que sur le marché français, on a à peu près la même chose. C'est-à-dire que vous allez avoir une évolution à 2 chiffres positive pour l'augmentation des abonnés numériques.
et que ça s'est principalement concentré sur tout ce qui était… on a vu une grosse évolution entre mi-mars et mi-mai, ce qui correspond au confinement. Forcément, parce que les personnes étaient enfermées chez elles, donc elles n'avaient pas trop le choix. En Suède, on y a un peu échappé, désolé pour nos auditeurs. Mais voilà, donc en gros, c'est vraiment sur cette période-là qu'on va voir une montée, un pic. Et ce qui est assez intéressant, si on regarde les chiffres de juin, que vous voyez fin juin 2020, on voit que juste après le confinement, il y a une légère baisse qui montre aussi que le risque, c'est que la question, c'est qu'il faut fidéliser ces nouveaux abonnés parce que effectivement, il va y avoir une arrivée massive d'abonnés, mais le challenge, c'est de les conserver. Et de les maintenir, d'accord. Donc, on a bien compris, le contenu payant, c'est un sujet qui revient régulièrement à la discussion et pourquoi ça s'impose. Maintenant, est-ce qu'il va devenir le flux principal des revenus pour cette année? Alors, je dirais qu'il y a deux tendances en fait. Il y a deux trends qui font que l'abonnement a été performant cette année. Le premier, c'est un effet d'aubaine qui a été principalement porté par l'actualité. Donc, vous allez avoir forcément le confinement, le Covid. Vous allez aussi avoir en France les élections municipales à la mi-mars et aussi au niveau international les élections américaines qui ont un peu retenu tout le monde en haleine à cause du sensationnalisme de cette élection. C'était assez intéressant. Donc, vous avez vraiment une actualité qui a encourager les gens à aller lire les médias. Et dans le même temps, vous avez aussi le fait que face à cet afflux de trafic, beaucoup d'éditeurs, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis en place, donc resserré leur paywall et ils ont mis en place aussi des promotions. Donc généralement, il y avait déjà une offre promotionnelle à, par exemple, le premier mois à 1 euro, qui est devenu les 3 premiers mois à 1 euro, voire les 6 premiers mois à moitié prix. Voilà. Donc, ce que ça a fait, c'est que tout ce trafic qui est arrivé, il est arrivé en face d'une offre de quasi gratuité. Donc, les gens qui n'avaient pas forcément l'habitude de se lancer dans l'abonnement payant se sont dit, bon voilà, c'est pas cher, j'essaye, et puis de toute façon, on verra bien ce que ça peut m'apporter. Et du fait qu'on ne puisse pas aller sortir et acheter son journal. Et du fait qu'on ne puisse pas sortir et acheter son journal sans se prendre une amende. Exactement. Et justement, donc ça, c'est la première trend, un peu l'effet d'aubaine qui est de manière court-termiste. Et dans le côté long terme, ce que vous allez avoir, c'est une trend de fond qui est plus pour une journalistique de qualité, donc une recherche d'un contenu de qualité et aussi une accessibilité du contenu qui va être facile. On n'a pas envie de chercher pendant 300 heures un contenu de qualité bien sourcé. Donc, on va s'abonner pour avoir accès facile à de l'information. Alors, ça a été aussi très prégnant au point de vue des États-Unis parce que forcément, comme vous pouvez le voir sur ce graphe qui montre la proportion de personnes qui payent pour le contenu entre 2014 et 2020, quand il y a eu l'élection de Donald Trump, c'est assez intéressant de voir qu'il y a eu un boost des abonnements pour les médias plutôt orientés démocrates, libéraux, parce que justement, en réaction à tout ce côté fake news et on va dire défiance vis-à-vis de l'information, beaucoup de personnes se sont tournées vers les médias traditionnels pour s'informer. Donc, vous avez ça et vous avez aussi le fait qu'il y a une trend, alors, qui est très, très lente, hein, c'est pas aussi efficace qu'on souhaiterait, mais en gros, c'est que les gens sont habitués, grâce notamment à Netflix, à Spotify, merci, qui est suédois d'ailleurs. Ils ont été habitués à avoir un paiement récurrent mensuel, un abonnement paiement récurrent mensuel, qui n'est pas spécialement cher, hein, parce qu'on parle entre 10 et 15 euros par mois, c'est pas énorme. Et donc, doucement mais sûrement, on voit que même en Europe, il y a une augmentation progressive des abonnements parce que les gens sont aussi habitués à passer par l'abonnement mensuel. D'accord. Et je pense aussi que maintenant, le fait que les kiosques sont fermés et qu'on ne puisse plus acheter son journal physiquement, qu'on découvre une toute nouvelle audience qui vont expérimenter leur première expérience digitale et que maintenant, il s'agit de les maintenir. C'est ça. Après, je pense notamment forcément aux personnes âgées qui ont dû… qui ont évité de sortir et donc qui se sont retrouvés aussi à faire leur premier pas sur les plateformes digitales. Ça, c'est intéressant de voir comment ça s'est regroupé. D'accord. Et donc, quels sont les principaux défis qui sont liés à l'implémentation d'une stratégie digitale? Alors, les principaux défis qu'on voit par rapport
à l'implémentation de l'abonnement du contenu payant, on va dire, Mm. c'est principalement tout ce qui va être implémentation. Donc, comment est-ce qu'on met en place une stratégie de contenu payant et quel est l'équilibre entre le payant et le non payant? Est-ce qu'on met en place, quelle part on va réserver au contenu gratuit, quelle part on va réserver au contenu payant? Est-ce qu'on met en place un paywall dynamique? Combien d'articles on va autoriser à la lecture avant de forcer à l'abonnement? Mm. Il y a plein de questions qui vont se poser. Est-ce qu'on force un log pour les lecteurs? Voilà, donc ça déjà, c'est assez difficile et ça peut être assez long d'arriver à ajuster les différents paramètres Mm. pour avoir un abonnement payant qui ne va pas non plus faire peur aux lecteurs qui vont partir pour aller sur d'autres sites. Okay. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est bien sûr la question de la fidélisation. Donc, une fois qu'on a recruté ces abonnés, comment est-ce qu'on va les garder? Et ça, c'est principalement le fait de éviter et anticiper le churn, anticiper les désabonnements. Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir réussir à faire dès le départ, parce que c'est dès le départ qu'il va falloir informer le lecteur sur l'offre qu'on lui propose dans son abonnement, parce que bien généralement, vous avez une offre de service qui est assez intéressante, mais elle n'est pas assez communiquée. Ce qui fait que les abonnés, forcément, ils vont juste penser qu'il y a accès à un contenu premium, mais ils ne savent pas forcément qu'il y aura peut-être des podcasts, qu'il y aura peut-être un contenu e-commerce, qu'il y aura peut-être des événements qui vont être organisés. C'est important d'en parler. Aussi, ce qui est important, c'est que comment on peut arriver à développer une offre qui est performante pour ses abonnés? Forcément, c'est la data. Donc, réussir à collecter un maximum d'informations sur ses abonnés payants, c'est ce qui va permettre de développer une offre ciblée et justement mettre en place, garder ses abonnés avec nous et faire de la rétention. Construire une relation, bien sûr, c'est ce qu'on veut faire, parce qu'il faut arriver à mettre en adéquation les besoins des abonnés et l'offre. Et ça passera aussi par la diversification de l'offre et diversification par rapport à l'abonnement, parce que l'abonnement, c'est bien. Le problème, c'est qu'on ne peut pas faire uniquement de l'abonnement, parce qu'on n'est pas à l'abri non plus que, comme on l'a vu avec la publicité, il y a un phénomène extérieur qui vient bouleverser tout ça et que les abonnements chutent. Il faut qu'il y ait un revenu derrière autre qui permette de combler les trous, quoi. Voilà. Et donc, qu'en est-il du e-commerce dans tout cela, dans la digitalisation du contenu payant? Alors, le e-commerce, c'est aussi pour ça qu'on travaille chez Tipsa. Exactement. Ça va être un des canaux qui va être les plus importants pour les éditeurs de contenu en ligne. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la FIP qui a fait un rapport en 2021 et qui disait que le e-commerce va devenir le canal le plus important, la principale source de revenus des médias en ligne. Il y a aussi Reuters, donc, dans son rapport, qui disait qu'en fait, en 2021, ce qui est intéressant, c'est que les éditeurs de contenu, ils veulent vraiment tirer profit de la croissance du e-commerce et ils vont ressembler de plus en plus à des détaillants. Parce que si on regarde d'un point de vue de l'industrie du e-commerce en large, donc ça, j'ai une slide avec des jolis graphiques, vous voyez qu'en gros, ça fait 15 ans qu'on a une croissance ininterrompue du e-commerce. Alors, ce qui est intéressant pour 2020, c'est que cette croissance, elle est quand même de 8,5%, mais qu'il y a un ralentissement de la croissance. Et principalement, ça vient de la baisse des ventes en ce qui concerne le chiffre d'affaires des ventes de services. Donc forcément, avec les voyages, ça s'est un peu écroulé, le ticketing, les concerts, les événements. Donc c'est pour ça que la croissance n'est pas à la hauteur sur l'entièreté par rapport aux années précédentes. Par contre, si on regarde et si on se focus uniquement sur la question de la vente de produits, donc la vente en tant que détaillant, là on voit qu'il y a une grosse croissance, on a plus 32%, et ça correspond à environ 4 années de croissance habituelle qui ont été gagnées juste en 2020. Donc on peut comprendre que les éditeurs, par rapport à cette croissance du e-commerce, ils veulent aussi tirer parti prendre une part du gâteau. Du gâteau. Exactement. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que forcément, donc, ça a créé des habitudes chez les clients qui sont là pour rester, parce qu'on ne pouvait pas aller faire ses courses dans le centre commercial, donc on allait commander en ligne. Et ça a aussi, si on pense d'un point de vue acteur, on a vu récemment, alors je pense notamment à l'Angleterre, avec Debenhams, je crois, et Topshop, on voit la faillite de pas mal d'acteurs historiques du commerce de détail,
notamment de l'habillement. Donc, je pense à Topshop qui a fait faillite et qui va être racheté par ASOS, exactement. mais uniquement la propriété intellectuelle, les stocks, et ce qui va faire aussi que toutes les boutiques vont fermer et avec une mise en licenciement des personnels. Voilà, donc ça, c'est vraiment la digitalisation du commerce, par contre, elle est là pour rester en 2021. D'accord. Et donc, on voudrait faire de nouveau un petit sondage avec vous et voir est-ce que vous envisagez de lancer ou de développer une activité e-commerce dans l'année à venir. Donc, allez-y. Répondez. Tac. Dans les 2 ans à venir. Ah, dans les 2 ans, oui. On n'est pas si pressé que ça. Non. Mais il faut dire que tant que nous sommes encore dans cette période de Covid, période de confinement, la fenêtre d'aubaine continue à se rallonger. Donc, on a une belle opportunité de pouvoir mettre en place peut-être une stratégie e-commerce pour le paid content. Après, à savoir, quand on dit e-commerce, il y a différentes manières de faire du e-commerce. Vous pouvez faire de l'affiliation, vous pouvez faire du e-commerce embarqué ou embedded e-commerce, ce qu'on fait nous avec nos partenaires. Et quand on regarde déjà, ou de la génération de leads d'ailleurs, et quand on regarde les médias français, forcément, on pense tout de suite au guide shopping du Parisien, on pense tout de suite au guide d'achat du Monde. Enfin, moi, c'est exactement ce qui me vient à l'esprit. Ouais. Voilà, donc il y a différentes manières de le faire. Maintenant, ça ont tous leurs avantages et leurs inconvénients. Ouais. Alors, 32%, on attend 33%. Ouais, on va attendre un petit pourcentage en plus. Et il ne viendra pas. Et il vient d'arriver, qu'on va finir le sondage. Oui, à présenter le vote. 21%, donc une majorité de personnes qui pensent mettre en place une sorte de e-commerce. Alors, comme j'ai dit, il y a plusieurs manières de le faire. C'est intéressant. Alors, moi, je peux parler de ce qu'on fait à Tipster, en tout cas. Donc, ça, c'est après. Nous, ce qu'on fait chez Tipster, il y a plusieurs manières avec nous d'implanter le e-commerce. Principalement, on va en distinguer 3 pour ce webinaire du moins. La première, c'est la vente intra-article. Donc, en gros, ça veut dire que vous allez avoir ce qu'on a fait sur Elle, ce qu'on a fait sur InStyle. Vous allez avoir un article avec du contenu, du texte, peut-être des images Pinterest. Et là, on va venir encastrer directement à l'intérieur de l'article un produit qui va être en relation généralement avec cet article-là. Et bien sûr, en termes de taux de conversion, ça marche mieux quand vous avez un article qui est centré produit. D'accord, oui. Voilà, donc l'article est construit autour du produit. Donc ça, c'est la vente intra-article qui est un peu l'application initiale, en tout cas du e-commerce embarqué. La deuxième section, c'est ce qu'on appelle les boutiques dédiées. Donc là, en fait, c'est si les éditeurs souhaitent, et je trouve que c'est assez intéressant, regrouper tous leurs produits, toutes leurs options d'opportunités d'achat au sein d'une section dédiée, donc bien différente de leur contenu habituel, avec une section. Ça, c'est ce qu'on fait aussi sur Elle, les presses féminines. Et on le fait aussi en Suède avec Svenska Dagbladet, donc vous voyez l'image. Et eux, ce qu'ils ont fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en gros, ils ont un peu parsemé leur publication de boutiques, ou en tout cas de collections de boutiques. Donc là, vous voyez un exemple pour le vin et la gastronomie. Et donc, vous allez avoir une section où ça va dire, voilà, voici notre sélection d'accessoires pour la gastronomie, pour le vin. Et on peut aussi imaginer que dans leur section culture, ils vont avoir, voilà, on vous recommande les derniers livres, tel auteur, tel auteur, tel auteur. Voici un résumé. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez aussi l'acheter bien évidemment. Dans un contexte de contenu payant, et c'est ce pourquoi on est ici aujourd'hui, on va parler de programme de fidélité pour abonnés. Alors, je vais juste rebondir sur une question de Anne Thébault. Est-ce de l'affiliation? Non, ce n'est pas vraiment de l'affiliation. On va le voir après. Et c'est principalement parce qu'en affiliation, vous renvoyez le visiteur sur un site extérieur qui a plusieurs inconvénients derrière, notamment en termes de perte de trafic, de conversion, de commission. Voilà. Mais pour revenir à nos moutons, donc le feed de produits fidélité pour abonnés, ou comment intégrer du e-commerce dans une optique de fidélisation de l'abonné. Ça, c'est ce qu'on a fait avec Dagens Nyheter, ce qui veut dire les nouvelles du jour, pardon, en français, pour les non-suédophones. Et donc, c'est ce qu'on a fait avec DN pour les intimes. Ça, c'est un partenaire qu'on a depuis 2 ans, qui est un acteur historique de la presse suédoise.
comme vous pouvez le voir là. Il a été créé en 1864, si je ne me trompe pas. Pardon, 3 ans qu'on avait que déjà. Et eux, donc, ils ont comment dire, une stratégie pour les abonnés qui est assez intéressante. Donc, ils forcent tout le monde à se loguer pour les lecteurs pour avoir accès à leur contenu. Ce qui d'ailleurs est un peu frustrant d'un point de vue lecteur. Et c'est pour ça qu'ils mettent pas mal de paywall et qu'ensuite il y a de l'abonnement. Donc, ils ont 570 000 abonnés pour comment dire, un nombre de visites sur site mensuel aux alentours, on a checké tout à l'heure, de 20 millions, je crois. Quelque chose de style, ouais. Voilà. Et si on compare au Monde, je crois que le Monde, ce qu'on pouvait voir, ils étaient aux alentours de 105 millions. Donc 5 fois plus petit que le Monde. C'est aussi pas la même population en Suède. C'est un journal d'orientation libérale. Voilà. Et donc, ils avaient créé, donc ils ont une base d'abonnés numériques payants et ils ont voulu créer pour eux, donc forcément, ils ont du podcast, ils ont toutes les diversifications dont on peut penser. Et ils ont voulu créer un feed e-commerce, ou en fait un feed privilège où ils allaient mettre des offres dédiées à leurs abonnés. Donc, ça va être des offres, enfin, c'était principalement des offres de voyage, c'était des offres de ticketing, concerts, événements, vernissage organisé en partenariat avec des galeries, et bien sûr, tout ce qui était produits tangibles. Et nous, chez Tipster, on prend en charge pour l'instant tout ce qui est objet tangible et objet téléchargeable. Donc, pas encore de ticketing, pas encore d'event. Voilà. Et donc, sur ce feed, sur ces 570 000 abonnés, il y a environ 50 000 personnes qui se rendent chaque mois sur ce feed-là. Et on voit des taux de conversion aux alentours de 3-5% de bout en bout. C'est-à-dire sur toutes les personnes qui visitent, on voit 3,5% qui vont acheter quelque chose. Transacter. Et aussi, ce qui est intéressant, si je ne perds pas mon idée, c'est que, et j'ai perdu mon idée. Mais en tout cas, nous avons fait un petit capture d'écran pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, on va lancer la vidéo et vous pourrez voir de vous-même à quoi ça ressemble. Et voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, j'espère. Donc là, c'est hier, je me suis rendu sur DN, sur le site d'Organisation. Vous voyez que je suis sur leur URL. Je vais sur leur feed d'abonnés privilèges. Donc là, je n'étais pas logué avec mon abonnement. Et vous voyez que c'est un feed. Alors, il va avoir, je mets juste en arrière pour ceux qui s'intéressent à Avicii, une vente en exclusivité de la biographie d'Avicii, Feu Avicii. Et donc, vous voyez que si on clique sans être abonné, il faut qu'on passe cette première étape. Donc, on se log. Voilà. Et ensuite, on va avoir donc accès à l'entièreté du feed avec la possibilité de cliquer et d'ouvrir une fenêtre. Alors, je vais poser juste. Vous voyez que donc là, j'ai essayé d'être un petit peu sur le thème. C'est bientôt la Saint-Valentin. Voilà, pas de pression. Mais vous voyez ils ont en vente alors des pralinés au chocolat et des classiques de l'amour, si je traduis, avec une discount qui est assez substantielle. Donc, vous avez une page produit. Vous voyez, si on regarde l'URL, qu'on est toujours sur le feed, donc toujours sur l'environnement de DN. Et ça, c'est Powered by Tipster. Vous avez la discount. Vous pouvez ajouter au panier un résumé. Et là, vous passez au passage en caisse avec toutes les informations que vous allez rentrer là-dedans, qu'on va pouvoir retransmettre à l'éditeur derrière, nous, en tant que Tipster. Et je veux juste vous montrer, voilà, aussi on prend en charge le couponing, etc. Donc, c'est juste que tout ça, c'est encore dans une optique de récolter de la data pour pouvoir faire du remarketing, du retargeting et de la segmentation encore plus poussée des abonnés. Voilà. Et donc, ça, c'est une des différences des liens affiliates où justement, au lieu de quitter la page, on reste sur l'environnement du journal. C'est ça, c'est exactement ça. Donc, on reste sur l'environnement du journal, ce qui veut dire que vous n'avez pas de perte de trafic, en gros. Donc, ça, c'est le e-commerce natif embarqué, comme on appelle ça, embedded e-commerce en général. Vous n'avez pas de perte de trafic. Vous avez des commissions qui vont être plus hautes parce qu'on est généralement les éditeurs vont être en partenariat avec leurs annonceurs ou avec leurs partenaires avec lesquels ils ont fait peut-être des opérations spéciales et ils vont pouvoir obtenir des meilleurs taux de commission, des meilleurs deals pour leurs abonnés. Et aussi, bien sûr, la récupération de la donnée dont je parlais, parce qu'avec l'affiliation, vous envoyez cette donnée vers le site de l'affilié, mais vous ne pouvez pas l'exploiter. D'accord. Aussi à savoir, et ça vaut beaucoup quand on pense presse féminine, c'est la première chose qui me vient à l'esprit, quand on va avoir un article sur, par exemple, une tenue, un outfit, qui va être composé de 3 pièces,
si vous êtes en affiliation, il va falloir que vous cliquiez sur Trois trois liens liens différents. différents, que vous alliez transacter sur Trois trois sites onglets différents. différents, trois Ouais. sites différents. Mm. Et en tant qu'éditeur, vous n'êtes pas à l'abri, en gros, vous ne maîtrisez pas le flux, le parcours client. Vous n'êtes pas à l'abri qu'il faille se connecter sur l'un, qu'il faille s'inscrire, ou alors que l'UX ou l'UI soit un peu pas terrible, quoi. Mm. Voilà. Donc au moins avec le e-commerce embarqué, tous les acteurs du e-commerce embarqué, vous avez une centralisation dans un panier unique de tous vos produits. Voilà. Je vois qu'on a pas mal de questions sur ce sujet, donc je me disais Ouais. qu'on va peut-être en prendre une. Alors, les produits sont-ils achetés par l'éditeur? Non. Nous, principalement, on travaille. Alors, on a deux manières de travailler, mais on travaille principalement en dropshipping. C'est-à-dire qu'on va en fait fournir une plateforme, une technologie qui va permettre aux marchands d'intégrer leurs produits et en gros, on va aller pomper l'inventaire des marchands généralement sur leur webshop, mais aussi si c'est des petits marchands sur leur boutique, ils vont pouvoir mettre leur inventaire dans notre plateforme en réel, en manuel. Et ensuite, d'un autre côté, vous allez avoir les éditeurs qui vont pouvoir choisir les produits qui les intéressent. Et en termes de flux de vente, c'est-à-dire que vous allez avoir le lecteur qui va venir sur un article. Nous, dans le même temps, une fois qu'il ouvre l'article, on check si le produit il est en stock chez le marchand sur son site. On autorise la transaction. Et en gros, du moment où la transaction est passée, nous, on va venir passer une transaction via notre back-end chez le marchand qui, lui, va la recevoir comme une commande normale et va envoyer la commande directement au client. Et en tout cas, la plupart des acteurs du e-commerce embarqué, comme nous, vont prendre en charge tout ce qui est SAV. Donc, s'il y a un problème entre le marchand et le lecteur client, c'est nous qui nous en chargeons. Et l'idée, c'est aussi que pour l'éditeur, c'est en fait essayer de lancer un contenu e-commerce sans avoir toutes les fonctions support dans lesquelles investir et qui peuvent être assez lourdes en termes de prix et en termes de ressources internes. Voilà. Alors, deuxième question, je ne sais pas. Voilà, dans la logistique, moi j'ai répondu. Qui est responsable juridiquement? Alors, c'est nous qui sommes responsables juridiquement. Sur le papier, c'est Tipster. En tout cas, c'est généralement les éditeurs de plateformes de contenu intégrés qui sont, d'e-commerce intégrés qui sont responsables juridiquement. Donc, c'est pour ça qu'aussi on est chargé de fournir tout ce qui est assistance, SAV, gestion des inventaires en live, etc. Voilà. Alors, je ne sais pas si on peut retourner sur la présentation par rapport au vélo, parce que je voulais vous montrer en gros une campagne qu'on a faite et que je trouve très intéressante avec Dog & Hatter, qui est en fait ils ont décidé, si vous voulez, de faire produire par un fabricant un vélo qui était brandé à leur image, à leur marque. Et ça a été une des campagnes qui a le mieux marché pour nous, donc sur 2019-2020. Pourquoi? Principalement parce que, encore une fois, les abonnés, ils avaient une sorte d'identification avec la marque. Donc pour eux, c'était important de pouvoir s'engager et de pouvoir justement montrer qu'ils étaient intéressés par cette marque. Et il y a aussi une question un petit peu de statut parce que c'est un DN, c'est quand même c'est un peu comme Le Monde, hein. C'est-à-dire que c'est un média fort. Donc ça, c'est quelque chose qui a très bien marché. On en a vendu de mémoire 750 sur l'année dernière, ce qui correspond à 850 000 € de chiffre d'affaires. Et pour vous dire, en gros, le panier moyen, parce qu'il y avait différents modèles, mais on était aux alentours de 1100 € par vélo électrique, jusqu'à 2500 €, je crois, mais le panier moyen, c'était 1100. Voilà. Et eux, ce qui était intéressant aussi, c'est qu'ils ont fait toute une communication, c'est pour ça que j'ai mis 360 sur la slide précédente, c'est qu'en gros, ils ont fait de la newsletter, donc le feed produit, il y a une newsletter qui va partir chaque semaine pour dire aux abonnés, voilà, nous avons 2 nouvelles offres pour vous qui peuvent vous intéresser. Ils avaient fait du display sur leur site, ils avaient même fait des insertions dans leur print. Voilà, donc ils avaient vraiment communiqué autour. Et je trouvais que c'était un bel exemple de campagne qui avait été vraiment réussie de leur côté, en termes de non seulement de e-commerce, parce que forcément, ça a été un succès d'un point de vue de vente, mais c'est aussi d'un point de vue, comment dire, de reach, parce qu'ils ont pu faire de la vente, mais ils ont aussi pu améliorer et augmenter leur audience qui était exposée à la marque, bien plus que sur leur base d'abonnés. Et voilà, donc c'était augmenter l'engagement, augmenter la rétention et augmenter les interactions avec leur base d'abonnés. Voilà.
c'est à peu près ça, sur DN. Alors, conséquent. Avons-nous des clients qui s'adressent au B2B? Alors, pour l'instant, on n'a pas de clients qui s'adressent au B2B. Maintenant, si on a une plateforme B2B, un éditeur B2B avec une forte audience et s'il y a un contenu à vendre qui est approprié, et généralement, il y a toujours quelque chose à vendre, on n'est pas contre, on est toujours intéressé pour explorer de nouvelles verticales. Voilà. Comment fonctionne la gestion des stocks gérée par l'éditeur ou le partenaire? Gérée par le partenaire. Donc, comme je l'ai dit, nous, notre plateforme, elle va mettre en lien directement les stocks chez le partenaire marchand, donc le webshop. Si vous décidiez, par exemple, d'intégrer des petites boutiques, alors je pense beaucoup, je vais en parler après, mais à la presse locale, si vous voulez avoir des petites boutiques, la presse régionale, des petites boutiques régionales qui n'auraient pas un webshop, c'est aussi possible, comme je vous disais, avec l'accès manuel à notre plateforme et ils peuvent rentrer manuellement les stocks, etc. Et à chaque fois qu'ils ont une commande, nous, on les notifie et les stocks vont décroître. Voilà. Et après, ils peuvent les mettre à jour régulièrement. Il y a une liste de produits marchands disponibles. Alors oui, on a une liste de marchands produits disponibles. Pour l'instant, en France, on va être très axé fashion mode parce que c'est les clients qu'on a. Maintenant, on a bien sûr une équipe marchande dont le travail est de reach out aux différents marchands. Et c'est quelque chose qu'on fait en accord avec également l'éditeur parce que peut-être que vous avez vos propres produits. Quand je montrais Dog & Innovator, ce qui était assez intéressant, c'est que donc, eux, ils appartiennent au groupe Bonnier. Et le groupe Bonnier, c'est une des principales maisons d'édition en Suède. Ce qui fait que déjà, si vous avez un groupe de maisons d'édition, une groupe d'édition, vous pouvez vendre vos propres livres auprès de votre clientèle. Et généralement, on essaie toujours de partir de votre propre inventaire parce que c'est le plus simple pour commencer, quoi. Donc, vous pouvez aussi remplacer les boutiques existantes que vous pouvez avoir de l'autre côté, vous débarrasser de toutes les ressources en interne, le SAV, les gestions de stock, pour implémenter une solution qui va être plus light. Voilà. C'est à peu près ça. On va parler des leçons à retenir. Ouais. Alors, les leçons à retenir, moi, j'en aurais 4, principalement. La première, c'est d'être transparent. Alors, je vais juste vous montrer sur la slide d'après. Voilà, merci. Donc, soyez transparent sur vos efforts de monétisation. Nous, on a 2 manières de le faire. La principale, c'est forcément que nos éditeurs, ils différencient bien que ce soit le contenu éditorial pur qui n'a rien à voir avec du e-commerce, des sections e-commerce. Donc, sur Install, sur Elle, vous allez avoir une section e-shop. Sur les médias d'information, pareil, vous allez avoir soit un feed produit, soit vous allez avoir voilà, une boutique de sélection pour vous. Mais l'important, c'est de bien séparer les deux. Je faisais une blague tout à l'heure, pas qu'on se retrouve à faire, par exemple, si vous êtes un site de PQR et que vous avez une section faits divers, hier, une personne s'est fait agresser, achetez votre bombe au poivre, enfin un spray au poivre, ce n'est pas l'idée. L'idée, c'est vraiment d'essayer de faire quelque chose qui ne va pas impacter la ligne éditoriale, on va dire, classique générale, c'est de faire 2 activités séparées et que le e-commerce vienne en soutien, d'un point de vue financier, à l'activité principale. Voilà. Maintenant, si on pense aussi à comment insérer une opportunité d'achat au sein d'un article, par exemple, nous, ce qu'on a fait avec la plupart de nos partenaires, c'est qu'on les encourage à mettre un disclaimer. Donc, par exemple, si on part sur, voilà, sur la slide là, vous voyez ce qu'on a fait chez Install. Alors, j'ai traduit en français, hein, mais ils ont mis sous le titre de lien d'affiliation parce qu'ils font les deux. On peut lancer les deux concomitamment. Et en gros, ils expliquent bien que voilà, vous achetez sur notre média et grâce à vous, en gros, vous nous aidez à monétiser notre média et ça va nous aider à pérenniser notre publication. Donc, c'est aussi un point de vue contribution. Et je pense notamment à ce qui se fait pas mal avec le The Guardian en Angleterre, qui a ses contributeurs. Alors, je suis d'accord, c'est pas pareil, mais en gros, c'est de se dire, voilà, les abonnés, notamment si on parle de contenu payant, contexte de contenu payant, ils sont prêts à s'engager et à soutenir leurs médias. Donc, c'est bien de leur dire aussi, voilà, si vous passez par nous, non seulement vous avez des deals privilèges, mais aussi vous nous aidez financièrement. C'est une forme de patronage. Exactement. Ça, c'est la première chose. Maintenant, si on passe d'un point de vue… Ah, non. Si on passe d'un point de vue interne, cette séparation claire entre éditorial et commercial, ça a un impact du point de vue d'organisation interne.
ce qui veut dire que vous devez bien séparer les équipes éditoriales et les équipes commerciales, forcément parce que les journalistes n'ont peut-être pas envie de faire de la vente, et ce n'est pas pour ça qu'ils ont été formés. Et ça se voit beaucoup, notamment en ce moment, avec pas mal de recrutements, on voit beaucoup sur LinkedIn, de personnes qui vont faire de la rédaction de contenu commercial. Ça, il y en a de plus en plus. On voit aussi, et dans mes discussions que j'ai, par exemple, j'avais une discussion hier avec des Canadiens, ils disaient vraiment que, en gros, c'est le seul département, enfin le seul, je ne sais plus comment dire en français, le seul service qui croit en termes d'effectifs, parce que c'est là où on voit en gros du potentiel et une opportunité. Donc, soit vous passez là-dessus pour de l'internalisation, soit vous passez sur de l'externalisation, et je pense notamment à une agence, alors je pense que les éditeurs connaissent surtout en France, AR Factory de Pierre-Anthony Dugor, qui est évoqué assez fréquemment, qui fait spécialement de la rédaction de contenu pour le e-commerce. Voilà, donc vous avez ces deux choses-là. Les deux autres leçons que moi j'aimerais tirer, c'est surtout qu'il faut diversifier, diversifier, diversifier et combiner. Voilà, donc innover et mélanger les genres. Donc, qu'est-ce que j'appelle innover et mélanger les genres? Principalement, c'est que vous voulez monétiser votre média. Vous pouvez lancer en parallèle du podcast, du e-commerce, des événements. Mais ce qui est intéressant, c'est que le e-commerce, vous pouvez non seulement le mixer avec l'abonnement, donc le contenu payant, mais vous pouvez aussi le mixer avec les podcasts. Donc là, par exemple, ce qu'on est en train de discuter avec des partenaires en Suède, c'est qu'eux avaient donc une activité de podcast. Et par exemple, vous avez un intervenant, un auteur qui va parler de son livre. Vous pouvez lancer, en même temps que vous avez le podcast, un push disant voilà, le livre qui vous est présenté est disponible à l'achat sur notre plateforme en partenariat avec l'auteur. Est-ce que ça vous intéresse? Vous pouvez faire ça. Vous pouvez aussi faire, si on pense à un event du type webinaire ou salon en ligne, pareil, vous pouvez monétiser en faisant de la vente d'objets ou de produits directement dans l'event. Voilà, donc c'est tout ça auquel on peut penser. Question-réponse. Alors, voyons. Je vais regarder ce qui se passe. Alors, Est-ce qu'on parle de juste tout en haut? Oui, je pense que c'est plus simple. Comment se passe la logistique? Ça, on en avait parlé. Resserrer les paywalls. Donc, pour un journal agricole, que peut-on vendre en e-commerce? C'est une bonne question. Oui, les graines, je pense que c'est plus en gros, mais peut-être des accessoires. Alors après, je ne sais pas si les agriculteurs seraient prêts à acheter de l'équipement en e-commerce, mais j'imagine que vous avez toujours des choses qui ne sont pas forcément… moi, j'encouragerais surtout des paniers qui ne vont pas être très hauts parce que les gens ne vont pas aller acheter un tracteur en ligne sans l'avoir essayé quand ça coûte plusieurs milliers d'euros. Voilà, donc plus des paniers moyens. Les habillements. Exactement, les habillements, les outils, tout ce qui va être peut-être autour de l'activité principale, mais qui ne sera pas de l'équipement pur et dur qui risque de coûter très très cher et donc qui est aussi un autre parcours d'achat. Alors, avez-vous des exemples plus concrets d'éditeurs de contenu qui auraient migré vers une activité e-commerce? Tous ceux dont on vient de vous parler et la plupart de nos partenaires. Alors, oui, tu l'as mis en… Merci. Les produits sont-ils achetés par l'éditeur? Non. Yes, celle-là est très intéressante. Hors MediaPress Print, est-ce intéressant de mettre des abonnements payants? Paiement de téléchargement d'applications mobiles de médias. Alors, nous, chez Tipster, cette année, l'année dernière, on a par exemple embarqué une application mobile qui s'appelle PregLife pour la manne, Jennifer, merci pour la question, spécifiquement, et qui est une application de suivi de grossesse. Et eux, ils ont décidé de faire un abonnement, par exemple, si vous avez… en fait, c'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'il faut différencier un contenu qui va être accès gratuit et un contenu payant. Et vous pouvez faire une offre e-commerce qui va être accessible uniquement à une certaine frange de vos visiteurs. Et eux, c'était par exemple mettre en place des checklists de produits liés à la grossesse et en disant, voilà, vous arrivez, je ne sais pas, à 5 semaines du terme, est-ce que vous avez acheté votre poussette? Donc, les non-abonnés avaient accès aux poussettes, à une sélection de poussettes qu'ils pouvaient acheter directement dans l'app à un certain prix. Les abonnés auront un prix différencié. Voilà, donc ça, c'est assez intéressant.
Alors, quelle est la répartition de la marge générée entre l'éditeur, tipster et le distributeur? Alors ça, c'est assez salesy comme question, mais en gros, si vous voulez, on va prendre une partie de votre marge. Généralement, alors c'est négociable, mais on est aux alentours du tiers. Voilà. Mais c'est quelque chose qui dépend bien sûr du média, qui dépend de votre projet. Si c'est quelque chose qui va atteindre une large audience, et s'il va avoir beaucoup de possibilités d'e-commerce ou non, après on est à même de négocier ou pas. Donc, pensez-vous passer à la billetterie? Alors, c'est quelque chose qu'on a considéré l'année dernière. Ça a été un peu mis en pause par rapport à tout ce qui s'est passé forcément cette année-là. Mais oui, on n'est pas figé sur les produits tangibles et sur le e-paper parce qu'on parle d'e-commerce et de contenu payant, à savoir qu'on a aussi la possibilité avec notre système, et c'est ce qu'on a fait avec Elle en Allemagne, de vendre du e-paper directement via Tipster en gros. Voilà, donc c'est aussi vendre du contenu payant via une plateforme de e-commerce. Comment inscrire une lettre d'information dans une stratégie de monétisation d'un média? Dans une stratégie de monétisation de média. Alors ça, c'est intéressant comme question. C'est principalement, je pense que, alors je peux vous parler du e-commerce. Nous, ce qu'on fait, c'est principalement que pour les abonnés, il va y avoir les articles premium, il me semble, pour DN, et en dessous, vous allez avoir un produit qui va être mis en exergue de e-commerce. Et donc, c'est comme ça qu'on arrive à attirer beaucoup de clients sur le feed abonné de DN. Et par exemple, ce dont je vous parlais, faire pas mal d'exclusivité avec la biographie d'Avicii, qui ne sortira pas avant novembre, je crois. Voilà. Alors, quelle ambition en France pour Tipster? Ah ben, le maximum. Alors, nous, honnêtement, le but, c'est aussi de répliquer le succès qu'on a eu sur nos marchés scandinaves et sur nos marchés allemands, notamment pour tout type d'acteurs, que ce soit pour les acteurs de la presse féminine, que ce soit pour les acteurs de la presse en ligne. Parce que pour nous, le but, c'est forcément d'aider les éditeurs à diversifier leurs sources de revenus et aussi à vendre davantage, quoi. Et donc, moi, je m'occupe de la France, mais je suis aussi en discussion avec tout ce qui est Benelux, tout ce qui est Québec, dont je parlais des Canadiens tout à l'heure. Voilà, donc des ambitions assez importantes. Et c'est vraiment maintenant qu'on commence à s'intéresser à ce marché-là, qui, je dois le dire quand même, si on compare au marché anglo-saxon, est un peu en retard en ce qui concerne le e-commerce et en tout cas à l'intégration de content to commerce, d'une stratégie de content to commerce. Et ce qui est important, c'est de se dire que, voilà, en Suède, dans les pays scandinaves notamment, qui sont souvent vus comme des pionniers, on pense notamment au print et au digital, qui se sont lancés bien avant tout le monde sur la disparition du print, ou en tout cas beaucoup qui ont misé là-dessus. Eux se sont lancés directement sur l'e-commerce embarqué, et donc c'est quelque chose qu'on pense va exploser en France. C'est juste qu'il y a un petit retard par rapport aux autres marchés. Alors je ne sais pas si c'est le côté latin, mais voilà, donc l'idée c'est de se dire si c'est pas, enfin, ça va venir à un moment ou à un autre, donc il vaut mieux être le premier que le dernier. Voilà. Attendez, je veux pas. Oui, alors attendez, je descends. En termes de contenu orienté e-commerce, que pensez-vous de l'exemple de BuzzFeed avec leur section shopping? Oui, de toute façon, section shopping, c'est exactement ça. Alors BuzzFeed, c'est aux États-Unis et ce n'est pas des clients à nous. Mais oui, c'est toujours l'idée de se dire, vous avez une section shopping. Alors le guide parisien, le guide d'achat du Parisien marche très 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 bien, et c'est quelque chose dont ils sont très très satisfaits, et c'est souvent eux qui sont vus comme l'exemple, en tout cas pour la presse francophone. Si on parle, par exemple, je pense à la Belgique, si on a des éditeurs belges, je ne sais pas, mais ce qui s'est fait avec Mediahuis, le groupe Mediahuis qui a Nieuwsblad, de Standard, si mon flamand est correct, c'est eux plus qui sont sur l'exemple pour la Belgique. Et pareil, ils ont mis en place des boutiques dédiées à leur lectorat avec des offres adaptées.
Alors, je pense qu'on a webinaire. Bien sûr, on a une liste et voilà. Alors, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions en direct. Dans le compte avec le numéro de votre et voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Je suis disponible. Merci et bonne journée. Une boutique de produits nouveautés. Est-ce qu'on peut... on peut retourner dedans. Hein. Let's turn the cameras on again, maybe. Et Bon, je ne sais pas si on nous entend bien. On avait un petit problème de son. Maintenant, Ouais, on a changé de microphone. Voilà, je ne sais pas si vous avez entendu, mais je disais qu'en gros, on a fini la session. Le son est meilleur. Yes. Ah. Très bien. Oui, donc voilà, on a fini la session. Je suis désolé si on n'a pas pu répondre à toutes les questions. Je vous invite, si ça a coupé, à répondre, à me contacter directement avec vos questions, que ce soit par LinkedIn ou que ce soit par LinkedIn ou que ce soit par mail, et on essaiera d'y répondre. Et la session sera accessible en replay. Vous allez avoir normalement le lien qui va vous être envoyé par stratégie. Voilà. Et donc, n'hésitez pas, surtout si vous avez des questions, que ce soit pour l'inventaire, n'importe quoi, allez-y. Et donc, bon appétit. Et merci d'avoir rejoint le webinaire avec Tipster et Stratégie. Au revoir. Merci, au revoir.